Et si la révolution africaine, la vraie, naissait non dans les capitales ou sous les projecteurs, mais au fond des villages oubliés du Sahel? Imaginez un instant une nuit calme à la lisière d'un petit village burkinabé, loin de toute agitation urbaine, là où la lueur des lampes à pétrole éclaire à peine les discussions autour d'un feu. C'est ici, loin du bruit du monde, que parfois naissent les idées qui changent la trajectoire d'un pays entier. Le Burkina Faso, longtemps vu comme vulnérable et condamné à l'assistance, a fait surgir du cœur du Sahel le projet piscicole le plus ambitieux du continent. Un pays sans accès à la mer, réputé fragile, qui décide de s'attaquer à un défi que beaucoup jugeaient impossible. Ce scénario rappelle la Corée du Sud des années 60, alors que tout le monde la croyait condamnée à la pauvreté, avant que la volonté politique et l'investissement dans l'éducation et l'agriculture ne la propulsent vers le succès. Aujourd'hui, le Burkina Faso marche sur une voie similaire, refusant de croire à la fatalité. Ce n'est ni la chance, ni une pluie de subventions qui ont permis ce miracle. C'est le choix d'un leadership qui ose dire non à la résignation, qui mise sur la souveraineté et la force de ses propres habitants. Un pari risqué, refuser d'attendre des solutions venues d'ailleurs et miser sur l'énergie locale. C'est un écho à l'Égypte, qui, par la construction du barrage d'Assouan au XXe siècle, a transformé son économie en s'appuyant sur ses propres ressources, malgré les doutes extérieurs. Tout était parti d'une évidence aussi brutale qu'éclairante. Tant qu'un peuple ne contrôle pas sa nourriture, il n'a pas de destin en main. Pendant des décennies, rapports, ateliers et diagnostics se sont succédés. Des millions ont été engloutis dans des études. Pourtant, la faim persistait. La dépendance étrangère s'installait et l'espoir reculait. Cela rappelle le cas du Bangladesh, autrefois qualifié de cas désespéré, qui s'est redressé en investissant dans l'aquaculture locale et la microfinance, prouvant que les solutions venues de l'intérieur sont souvent les plus efficaces. Le tournant, un gouvernement qui choisit d'écouter d'abord ses agriculteurs, non les experts étrangers. Un leadership qui voit dans le poisson un levier de souveraineté, pas un simple supplément. Car contrôler son assiette, c'est reprendre le fil de son histoire. Mais ce choix est risqué. Refuser de décider, c'est rester prisonnier de l'aide, accepter que d'autres dictent l'avenir, pendant que les villages s'épuisent et que les rêves s'éteignent. L'histoire du Burkina Faso, à ce stade, rejoint celle de tant d'autres nations africaines coincées dans le cercle vicieux de l'aide internationale, comme l'Éthiopie ou le Niger, qui pendant des décennies ont vu leurs politiques alimentaires pilotées de l'extérieur, sans jamais rompre avec la dépendance. Le Burkina Faso a fait un autre pari. En misant sur ses propres forces, il prouve que le changement ne vient pas d'une invitation internationale, mais du courage et d'une vision lucide. C'est exactement ce qu'ont fait les pays nordiques après la Deuxième Guerre mondiale. Refuser de voir leur avenir dicté par d'autres pour construire une société basée sur la coopération et la responsabilité collective. Comment ce basculement a-t-il été possible? Pour comprendre, il faut revenir là où tout a commencé. Imaginez une réunion dans une école de brousse, où les anciens débattent avec les jeunes sur l'avenir de la rivière, sur la meilleure façon d'organiser la pêche. C'est là, dans le dialogue, que naît le changement. Qui sont ces acteurs de l'ombre qui ont tout changé, et quelles vérités ont-ils décidé d'affronter? Des milliards de francs ont été promis, mais les lacs du Burkina Faso continuent de se vider. Pourquoi, malgré tant d'engagement, la faim persiste-t-elle et semble-t-elle condamner le pays? Depuis plus de 30 années, chaque nouvelle crise alimentaire a attiré des bataillons d'experts, des projets pilotes et des commissions d'analyse. Les agences internationales ont multiplié séminaires et rapports, tandis que les familles rurales traversaient dignes mais impuissantes, des saisons entières de privation. On se souvient des campagnes de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dans la Corne de l'Afrique dans les années 90, qui ont apporté des aides massives, mais rarement permis un changement structurel durable. L'argent circulait, mais rarement jusqu'au village. Les solutions restaient théoriques. Trop souvent, on préférait mesurer la pauvreté au lieu de la combattre. L'aide généreuse sur le papier se transformait en observation distante, tandis que les barrages s'ensablaient et que les espoirs s'évaporaient. Cela rappelle les critiques adressées à l'aide internationale en Haïti, après le séisme de 2010, où des milliards ont été dépensés, mais peu de résultats tangibles constatés dans la vie quotidienne des habitants. Pourtant, le potentiel du Burkina Faso n'a jamais disparu. Les terres fertiles, les savoirs ancestraux, les réservoirs de la Volta, tout existait. Ce qui manquait, c'était la volonté politique de s'appuyer sur les forces locales, au lieu d'attendre des solutions importées. L'exemple du Vietnam étant frappant.
Après la guerre, le pays s'est appuyé sur ses paysans pour devenir l'un des premiers exportateurs de riz au monde, sans attendre la manne des bailleurs étrangers. Aux yeux de beaucoup d'agences, la pauvreté burkinabé semblait inéluctable. Elles enfermaient dans le pays dans une logique d'aide, rendant invisibles les initiatives et les ambitions des Burkinabés eux-mêmes. Comme en Amérique latine, où pendant des décennies les institutions financières internationales dictèrent les politiques des pays, étouffant l'innovation locale. Peu à peu, la résignation s'est installée. L'argent s'est dissous dans les études, l'économie locale s'est figée et la souveraineté alimentaire est devenue un rêve lointain. De nombreux habitants ont fini par douter, se demandant si le Burkina Faso n'était pas destiné à attendre indéfiniment le prochain plan international. Ce sentiment de découragement a également traversé le Brésil rural avant la réforme agraire des années 90. Mais tout n'était pas écrit d'avance. Derrière l'apparente fatalité, une soif de changement grandissait. Il suffisait qu'un nouveau souffle politique ose écouter et agir pour renverser le scénario. Un peu comme au Ghana, où la révolution du cacao a été possible grâce à l'implication directe des petits producteurs et non des multinationales. Un projet inattendu allait bientôt remettre en cause toutes les certitudes. Ce projet ne venait pas de l'extérieur, mais d'une volonté collective, prête à bouleverser les règles du jeu. À la base, il y avait des femmes du village de Bagré qui, excédées de voir leurs enfants manquer de protéines, ont commencé à entretenir les rives des barrages et à proposer une gestion communautaire des ressources. Que se passe-t-il lorsqu'un gouvernement choisit enfin d'écouter ses paysans au lieu de se tourner vers des experts venus d'ailleurs? L'histoire du Burkina Faso commence précisément à ce point de bascule. Pendant des décennies, des consultants étrangers planifiaient, rédigeant des rapports, tandis que les villages affrontaient vers la faim et que les barrages restaient en silencieux. C'est la même bascule qui s'est produite au Rwanda après les années 90, où la réconciliation et le redressement agricole ont été pensés par ceux qui vivaient la réalité du terrain. Mais tout a changé lorsqu'un choix radical a été posé. Placer les agriculteurs et les pêcheurs au centre de la réflexion. Cette fois, ce sont les besoins des communautés et non les priorités des bailleurs qui guident l'action. Les décisions partent du terrain et non plus des bureaux climatisés de la capitale. Cette philosophie est proche de celle des coopératives laitières indiennes, qui ont permis à des millions de petits éleveurs de sortir de la pauvreté en s'organisant localement. La pisciculture, longtemps négligée faute de moyens, devient soudain un levier stratégique. Elle apporte une source stable de protéines, des revenus directs dans les foyers et surtout une nouvelle indépendance face aux importations. Dans chaque village riverain, la transformation est visible. Les infrastructures abandonnées sont réparées, les anciens bassins reprennent vie, la gestion passe enfin entre les mains de celles et ceux qui vivent là. Par exemple, à Lumbila, un petit village au nord de Ouagadougou, des jeunes ont rouvert un bassin laissé à l'abandon depuis 10 ans, et en moins d'une année, ils ont quadruplé la production de poissons. Ce n'est plus une initiative imposée d'en haut. Désormais, les communautés s'organisent en coopératives. Elles partagent savoir, responsabilité et profit. Cette réorganisation ne change pas seulement l'économie. Elle redonne confiance. Là où régnait l'incertitude, une certitude s'installe. Ici, nous avons repris notre destin en main. À l'image des villages du Kerala, en Inde, où la gestion communautaire des ressources marines a permis de reconstituer les stocks de poissons tout en créant des emplois. La relation entre l'État et les citoyens se réinvente. Ce ne sont plus des promesses, mais des résultats concrets. De la nourriture produite localement, des emplois créés sur place, et la fierté de ne plus dépendre de l'extérieur. Des comités de suivi, composés de villageois, inspectent l'état des barrages chaque semaine et transmettent leurs recommandations aux autorités, qui agissent rapidement et de manière transparente. Ce pari reste risqué. Si la souveraineté échoue, le retour à la dépendance et au fatalisme menace. Mais lorsqu'elle réussit, c'est un exemple puissant pour toute la région. Chaque filet remonté des eaux raconte une victoire sur l'attente et la résignation. En Côte d'Ivoire, l'émergence de la filière cacao villageoise a eu un effet similaire, prouvant que l'autonomie alimentaire est possible même dans un environnement difficile. Le Burkina Faso prouve qu'une politique enracinée dans le réel peut inverser la logique du besoin éternel d'assistance. Les statistiques de 2022 montrent une hausse de 50% de la production de tilapia dans la région du centre-sud, tandis que le nombre de familles bénéficiant d'un revenu régulier a doublé en 3 ans. Ces résultats, concrets et mesurables, sont le reflet d'une dynamique qui s'étend. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce renouveau déborde les bassins de poissons. Il irrigue toute une région et bouleverse déjà les mentalités.
Dans les écoles, on enseigne désormais aux enfants la gestion durable des ressources, et les universités locales proposent des cursus en aquaculture adaptés aux réalités du pays. Les villages voisins observent, hésitent, mais l'élan devient contagieux. Un nouveau chapitre s'ouvre où chaque communauté redéfinit ses propres limites. À l'est du pays, dans la région de Fadan Gourma, plusieurs villages ont signé des accords de coopération pour mutualiser leurs ressources et partager les meilleures pratiques en matière de pisciculture. Et si la souveraineté devenait contagieuse dans toute la région? Ce qui s'est joué au Burkina Faso n'est plus un secret, mais un modèle qui attire l'attention de ses voisins. Au Mali et au Niger, on perçoit déjà une volonté nouvelle, unir leurs forces pour renforcer l'intégration économique et affronter ensemble des défis comme la sécurité alimentaire. On peut imaginer des marchés transfrontaliers de poissons frais, organisés par les producteurs eux-mêmes, réduisant les coûts de transport et renforçant la solidarité régionale. L'exemple burkinabé prouve que produire localement ne se limite pas à remplir les marchés. Cela stabilise les prix, allège la vie des familles et réduit la dépendance aux importations. L'argent circule alors dans la région, fortifiant la balance commerciale et limitant les fuites à l'étranger. À titre d'exemple, dans la région du Sahel, la part du poisson local consommé est passée de 15 à 40% en 5 ans, réduisant d'autant le volume des importations coûteuses. Ce changement se manifeste aussi dans l'entrepreneuriat. De nouvelles entreprises émergent autour de la filière piscicole: alimentation, transformation, distribution, logistique. Dans les villages, un dynamisme inédit s'installe. Les jeunes n'espèrent plus un poste lointain à la capitale. Ils créent sur place, portés par un espoir réel, nourri de résultats visibles et non de promesses abstraites. À Bobo Dioulasso, une coopérative de jeunes a lancé sa propre marque de poissons fumés, écoulée sur les marchés locaux et bientôt dans les pays voisins. Mais la dynamique dépasse l'économie. Elle touche à la confiance collective, ce sentiment que, oui, une solution africaine existe et qu'elle peut s'imposer. Le succès du Burkina Faso inspire. Pourquoi attendre une aide extérieure quand la coopération régionale ouvre de nouvelles perspectives? Cependant, le défi reste immense. Tant que tous les pays du Sahel n'adoptent pas cette voie, la région demeure fragile. Les menaces persistent: instabilité, fuite des capitaux, influences étrangères qui pèsent sur le développement. Chaque nation qui hésite laisse la place au découragement collectif. En Somalie, par exemple, l'absence d'une telle dynamique a prolongé la dépendance et la précarité, alors que le potentiel local est immense. Pourtant, là où la confiance prend racine, la société se transforme en profondeur. Dans chaque village impliqué, l'autonomie et la solidarité prennent le pas sur l'attente et la défiance. Ces petits miracles du quotidien, souvent invisibles dans les chiffres, annoncent une révolution discrète mais irréversible. À l'image de la révolution verte en Inde, où la confiance retrouvée a permis une explosion de la productivité agricole. Ce renversement ne s'arrête pas à la pisciculture. Il ravive la fierté, stimule l'apprentissage entre voisins et tisse de nouveaux liens entre États sahéliens. Quand l'exemple burkinabé fait école, c'est tout l'équilibre régional qui peut basculer vers davantage de stabilité, de dignité et de prospérité. On peut imaginer, dans un futur proche, des forums régionaux de la souveraineté alimentaire où les expériences te seront partagées et les innovations diffusées à grande échelle. Mais ce mouvement reste fragile et peut encore s'inverser. La question demeure: qui osera franchir le pas décisif pour changer le destin du Sahel? Que se passe-t-il quand le pouvoir change enfin de main, passant des bailleurs de fonds aux communautés elles-mêmes? Au Burkina Faso, la réponse bouleverse toutes les certitudes sur le développement. Ici, l'aide extérieure ne dicte plus la marche à suivre. Les habitants s'organisent, décident et façonnent leur avenir à partir de leurs propres besoins et valeurs. Cette inversion du rapport de force rappelle la révolution sociale menée par les zapatistes au Chiapas, qui ont placé la prise de décision entre les mains des communautés. Tout commence par la transmission de savoir-faire. Les villageois apprennent à gérer les bassins, à surveiller l'eau, à organiser les tâches selon les forces de chacun. Les techniques adoptées sont efficaces, mais surtout, elles respectent la culture locale et protègent l'environnement. On ne parle plus de solutions imposées, mais d'outils choisis, adaptés, maîtrisés. Les décisions viennent du terrain, et chacun acquiert le pouvoir d'ajuster, d'innover, d'anticiper. Cette approche bottom-up a permis au Japon d'atteindre l'autosuffisance risicole au XXe siècle, en intégrant les savoirs paysans au cœur de la stratégie nationale. Très vite, un effet domino s'enclenche. Les femmes, longtemps invisibles, deviennent gestionnaires, responsables de coopératives ou chefs d'équipe pour transformer et vendre le poisson. Les jeunes, eux, trouvent dans de nouvelles voies.
Certains deviennent techniciens, d'autres créent des micro-entreprises pour l'entretien ou la vente d'alevins. Progressivement, des revenus réguliers surgissent là où régnait la précarité. À Koudougou, par exemple, un groupe de femmes a doublé son chiffre d'affaires en une saison grâce à la vente de poissons séchés sur les marchés locaux. La vie quotidienne change du tout au tout. L'alimentation s'améliore, davantage de protéines, moins de carences, moins de peur pendant la saison sèche. Les familles n'ont plus à envoyer leurs enfants travailler loin ou migrer vers les grandes villes. À l'école, les élèves sont plus attentifs, mieux nourris et leurs résultats suivent. Le taux d'absentéisme scolaire a chuté de moitié dans certains villages impliqués dans le projet. Mais la révolution se joue aussi dans le silence de la nature. Parce que la gestion appartient aux habitants, les ressources sont surveillées, protégées, renouvelées. La surpêche est freinée, les berges restaurées, les digues entretenues. L'écosystème, fragilisé durant des années, commence à se reconstituer. Ici, la durabilité n'est pas un luxe, mais une condition de survie pour la génération suivante. Des petits barrages de rétention d'eau ont été construits pour chaque bassin, assurant la régénération naturelle des stocks de poissons et la survie de la biodiversité locale. Surtout, le mot souveraineté prend cher. Ce n'est plus un slogan, mais une réalité quotidienne. Choisir où investir, comment partager, comment répartir l'eau et les bénéfices. L'État accompagne sans imposer, arbitre sans effacer la voix des villages. Chaque décision renforce la dignité collective. Cette dynamique rappelle le modèle participatif mis en place au Brésil avec le budget participatif de Porto Alegre, où chaque citoyen a voix au chapitre. Ignorer ces leçons, c'est risquer de rester dépendant des caprices de l'aide internationale. C'est passer à côté d'un modèle qui pourrait inspirer tout le continent, un modèle reproductible, résilient et porteur d'espoir. Là où beaucoup ne voyaient compter que fatalité, le Burkina Faso prouve que l'autonomie commence par de petits actes, bassin après bassin, jour après jour. C'est ainsi qu'au Sénégal, la reforestation des mangroves a permis de restaurer l'écosystème et de ramener l'abondance dans les villages côtiers. Mais cette réussite n'a rien de magique. Pour comprendre ce qui a rendu possible ce basculement, il faut revenir à la source, un leadership qui ose bousculer les habitudes et une mobilisation locale sans précédent. Un leadership qui n'attend pas le feu vert des bailleurs internationaux, mais qui ose expérimenter, corriger, recommencer. Quand un peuple cesse de demander la permission, qui peut l'arrêter réellement ? L'histoire regorge d'exemples où la prise de conscience collective a renversé les pronostics. La révolution agricole au Kenya, la montée des start-up au Rwanda, ou encore la victoire du riz Nerica en Afrique de l'Ouest, résultat d'une mobilisation paysanne. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso va bien au-delà d'une réussite locale. C'est la preuve éclatante qu'un nouveau récit peut naître d'Afrique, porté par l'audace de ceux qui refusent de s'agenouiller devant l'ordre ancien. Ce n'est ni la magie, ni la charité étrangère qui a métamorphosé l'économie piscicole du pays. C'est la détermination d'un peuple qui a décidé de reprendre le contrôle de son histoire et d'en écrire chaque page sans attendre l'aval du reste du monde. Ce projet n'est pas simplement une histoire de poissons ou de barrages, c'est la revanche silencieuse d'une nation autrefois considérée comme fragile, qui prouve à tout un continent, oui, il est possible de se libérer de la dépendance et de croire en ses propres forces. Le Burkina Faso n'a pas patienté pour recevoir un feu vert venu d'ailleurs. Il a tracé sa propre route avec courage, démontrant que la souveraineté n'est pas un slogan, mais une décision collective et un engagement quotidien. Comme les pionniers de l'indépendance qui ont bâti une nation sans ressources, mais avec l'énergie de la jeunesse et la foi dans le travail collectif. Mais voici le danger. Fermer les yeux sur cette révolution, c'est accepter que d'autres continuent d'imposer leur version de l'histoire africaine. C'est laisser le doute, la résignation et le pessimisme figer l'avenir de millions de femmes, d'hommes et d'enfants. Ignorer ce qui se passe dans ces villages, ces coopératives, au bord de ces lacs, c'est renoncer à la capacité de transformer l'impossible en possible. Comme l'a montré l'histoire du Mozambique, où l'abandon des initiatives locales a mené à la stagnation, alors que le potentiel était extraordinaire. Regardez attentivement autour de vous. Qui sont les véritables auteurs de l'histoire, ceux qui osent de poser de nouvelles questions, bousculer les habitudes et bâtir sans attendre un miracle venu d'ailleurs. La révolution réelle n'a pas besoin de bruit. Elle avance de bouche à oreille, de récolte en récolte, jusqu'à devenir irrésistible. Cette révolution silencieuse, c'est celle des villages du Burkina Faso, mais aussi de tous ceux qui croient en la puissance de l'action locale.
Alors, êtes-vous prêt à relayer ce récit, à refuser l'image d'une Afrique spectatrice de sa propre destinée et à faire circuler cette preuve qu'une autre voie existe? Le pouvoir de la transformation commence par une idée, puis une voix, puis des milliers. Chacun peut agir en partageant cette histoire, en soutenant un projet local, en inspirant son entourage à croire en la capacité de l'Afrique à inventer son avenir. Inspirons-nous du Burkina Faso et rêvons plus grand. Car au fond, la vraie sans question demeure. Qui écrira la suite de l'histoire africaine? Ceux qui attendent la permission ou ceux qui la prennent?